Voilà, bien, bonjour Madame Faudon. Vous êtes la directrice de la Société française de l'énergie nucléaire. Merci d'avoir répondu à l'invitation de notre mission d'information sur le suivi de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et la reconversion de son territoire. Nous avons commencé les travaux de notre mission d'information suite à la décision de sa création par la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale en février dernier. Et nous poursuivrons nos travaux encore pour 6 petits mois jusqu'au tout début de l'année prochaine, histoire d'avoir eu une durée longue pour une mission d'information, mais qui est aussi une mission d'information qu'on a voulu appeler de suivi, qui nous permettent finalement de à la fois auditionner des gens pendant que la centrale fonctionnait encore sur les raisons de la décision, et puis de commencer à constater, après l'arrêt du second réacteur, les effets que cette fermeture peut commencer à produire sur le territoire. On s'est donné 3 champs d'investigation, 3 champs de questionnement. Le premier, c'est celui de la compréhension de la décision de la fermeture de Fessenheim. Comment s'est construite cette décision? Comment s'inscrit-elle dans la stratégie énergétique française? Comment le débat public s'est cristallisé sur Fessenheim? Un second champ d'investigation qui est celui à proprement parler du démantèlement nucléaire, qui est non pas une nouvelle activité française, mais une activité qui entre dans une phase d'industrialisation avec la nécessité de démanteler Fessenheim. Et puis un troisième champ de questionnement qui est celui de la reconversion du territoire, de l'impact de la fermeture, non pas de l'arrêt de réacteurs sur une centrale, mais bien de la fermeture complète d'une centrale nucléaire dans un territoire isolé. Voilà les 3 champs de questionnement de notre mission d'information et sur lesquels nous espérons pouvoir vous entendre. Je laisse la parole à monsieur le rapporteur pour introduire également, puis madame Faudon, on vous laissera introduire le temps qu'il vous faut, et nous aurons ensuite des questions et des interactions. Monsieur le rapporteur. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, je vais effectivement reprendre les éléments qui ont été donnés par Monsieur le Président, qui sont clairs. Voici nos trois axes d'investigation. Plusieurs remarques. Sur la première remarque, pour vous, quelle était la perception de lancement de la procédure de fermeture de la centrale de Fessenheim? Nous avons différents points qui nous seront montés au fil de l'eau de nos auditions sur la date qui fait acte, en tout cas, de la fermeture et qui est aussi actée par EDF. Deuxième point, sur le sujet du démantèlement, l'opportunité de pouvoir construire une vraie filière industrielle de démantèlement avec derrière la question du technocentre, qui est un point essentiel, notamment dans le cadre de la revitalisation du territoire de Fessenheim, pour notamment recycler les matériaux issus du démantèlement, hors déchets de type combustible nucléaire, on est bien d'accord, et les déchets hautement radioactifs. Troisième point, aujourd'hui, comment vous, en tant que Société française d'énergie nucléaire, vous percevez la nécessité d'accompagner les territoires dans le cadre des arrêts futurs des centrales, même si aujourd'hui, c'est évoqué le point du planning qui doit être donné pour les arrêts à venir, malgré tout, un point essentiel d'une centrale, c'est qu'une centrale, on peut toujours se poser la question de la durée de vie de la centrale. Est-elle de 40, est-elle de 50, est-elle de 60 ans? Bon, là-dessus, il y a l'ASN qui apporte des éléments très clairs à travers ses visites décennales. Mais aujourd'hui, comment anticiper au mieux, justement, et comment accompagner au mieux les territoires qui, aujourd'hui, ont une centrale nucléaire à côté d'eux, et comment les accompagner dans le cadre de la revitalisation et de la reconversion de leur territoire, notamment du point de vue économique, puisque cela a un impact aussi social non négligeable. Derrière, c'est des emplois, ce sont des familles, et aussi des emplois directs assez conséquents. Donc voilà les trois axes. Je me permets de rappeler et de compléter par rapport à ce qui a été dit auparavant. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président. Donc, je prendrai d'abord le premier axe qui est celui de la décision.
Donc, je pense qu'on sait tous que les décisions de fermer les centrales est le résultat d'un accord politique entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts à l'automne 2011. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin de revenir là-dessus. Et on sait que cette décision n'a jamais été remise en cause depuis. Et je pense que c'est vraiment le point qu'on voudrait mettre en avant dans notre audition. Je dirais, c'est pour nous une décision du monde d'avant. C'est-à-dire, ça a été pris dans un moment émotionnel extrêmement fort, hein, puisque c'était le post-Fukushima, voilà, et dans un moment très politique, évidemment, puisque c'était une campagne électorale pour une élection présidentielle. Voilà. Bizarrement, c'est resté un marqueur de la relation avec les écologistes, à la fois pour le Parti socialiste et puis pour LREM. Mais ces décisions n'ont jamais fait l'objet d'une réelle étude. Alors, vous vous rappelez que ces décisions, c'était déjà la baisse du 50% de nucléaire en 2025. Bon, ça, ces décisions ont été étudiées par RTE. RTE a dit, ça veut dire qu'on va construire 20 centrales à gaz, donc la décision a été repoussée, enfin, on connaît l'historique. Mais sur Fessenheim, il n'y a jamais eu vraiment d'études. Et pour nous, il y a 2 études principales qui n'ont pas été faites et qui auraient dû être faites au moins dans la dernière ligne droite. La première, c'est quelles vont être les conséquences de la fermeture de Fessenheim sur les émissions de CO2. Donc ça n'a, à notre connaissance, jamais été étudié. On a des discours qui disent que les renouvelables vont remplacer le nucléaire. C'est faux, en fait. Quand on connaît le fonctionnement du système électrique, on sait que c'est faux. Les renouvelables ne peuvent pas remplacer le nucléaire puisque aujourd'hui les renouvelables sont prioritaires sur le nucléaire, en merit order. Vous savez, la façon dont fonctionne le système électrique, c'est qu'on ne peut pas stocker l'électricité. Donc, à un instant donné, le gestionnaire de réseau regarde quelle est la demande à couvrir et appelle les moyens de production disponibles sur le marché de gros. Donc, les moyens sont appelés en fonction du merit order, c'est-à-dire de leur coût variable de production. Donc, les renouvelables sont toujours appelés en premier. C'est toujours l'éolien et le solaire, et bien sûr l'hydro qui sont appelés en premier. Ensuite, c'est les centrales nucléaires qui sont appelées puisqu'elles ont un faible coût de production variable, puisque la partie du combustible est très faible dans la partie de production. Et puis ensuite, le charbon et le gaz. Et là, ça dépend du coût de combustible et puis du prix du CO2, je dirais. Donc, à un instant donné, sur le marché européen, parce qu'on parle d'un marché européen interconnecté, on va chercher d'abord les renouvelables, puis le nucléaire, puis le fossile. Et vous savez que sur le marché européen, la moitié des moyens de production électrique, c'est des moyens fossiles, c'est du charbon et du gaz. Donc, quand on retire un moyen nucléaire, un moyen fossile avance d'un cran. Donc, nous, on a fait une évaluation. On pense qu'en premier ordre, on peut dire que la centrale de Fessenheim est remplacée sur le marché européen par une centrale à gaz ou à charbon. Donc, si c'était à gaz, ça veut dire 6 millions de tonnes de CO2 par an, ou à charbon, c'est 10 millions de tonnes de CO2 par an. Et ça, c'est notre première approximation. On est étonné que ce calcul n'ait pas été anticipé et fait. Typiquement, RTE est capable de faire cette simulation. Il suffit de prendre 2019, qui est une année pleine, je dirais normale, parce que 2020 va être un peu bizarre, de prendre 2019 et de calculer les émissions du système européen en 2019 avec la centrale de Fessenheim qui fonctionne et de faire une simulation si la centrale de Fessenheim n'avait pas existé, combien aurait été émis. Pour nous, c'est absolument crucial, parce que pour moi, cette décision n'a pas été éclairée, elle va à l'encontre des objectifs français et européens de réduction des émissions de CO2. Voilà, on a utilisé en gros l'argent du contribuable pour augmenter les émissions de CO2. Donc, cette partie-là n'a pas été éclairée, n'a pas été investiguée. La deuxième partie qui n'a pas été éclairée et investiguée, c'est les conséquences sur la sécurité d'approvisionnement électrique français. On a eu plusieurs alertes sur le passage de l'hiver prochain, bien avant même le Covid. Et pourquoi on est actuellement, c'est compliqué, c'est que l'équilibre du système électrique européen aujourd'hui, en 2020, repose sur des moyens pilotables. C'est-à-dire qu'il y a des moyens qui sont pilotables, qui se mettent en route quand on en a besoin, et puis des moyens qui ne sont pas pilotables, voilà, qui ne sont pas disponibles. Il y a eu un jour la semaine dernière où l'éolien était à 1% de sa capacité en Allemagne. Donc, ce sont des choses qui arrivent et qui peuvent durer plusieurs jours. Voilà, il y a des jours où l'éolien est là, il y a des jours où l'éolien n'est pas là. Voilà. Donc, dans ces moments-là,
on repose, l'équilibre du système électrique, la fourniture de la demande repose sur des moyens pilotables. C'est le système électrique tel qu'il fonctionne aujourd'hui depuis 150 ans. Donc, on a fermé énormément de moyens pilotables. Bien avant de fermer Fessenheim, on a fermé 12 gigawatts de moyens pilotables en France ces dernières années. Et là, on est en train, cette année, on va fermer encore un plan de fermeture de 5 gigawatts, puisqu'on a fait Fessenheim, et puis on va encore continuer à fermer des moyens charbon. Voilà. Donc, il y en a de moins en moins. On était en surcapacité et on en a de moins en moins. Et nos voisins ferment à fond la caisse. Il y a les Allemands qui ferment du nucléaire et puis ils ont un plan de fermeture de charbon. Donc, en gros, il y a plein de pilotables qui sont en train de disparaître. La Belgique, ils ont quand même 60% d'électricité qui vient du nucléaire et normalement, ils doivent fermer en 2025. Ils ont pas d'idée claire, aucun plan pour savoir comment ils vont remplacer les 60% de leur production. Bon. Donc, on est dans une situation où tout le monde est en train de fermer à tire-larigot des moyens pilotables. Et pour la première fois, le président d'RTE, François Brottes, a dit bah oui, ça devient un nouveau sujet. Bah oui, c'est un nouveau sujet. On n'avait pas été habitué à ça. Et donc, il nous semble que la fermeture de Fessenheim qui finalement réduit notre surplus de capacité, met en danger la sécurité d'approvisionnement française. Voilà. Et il nous semble que cette partie a été mal étudiée et survolée dans la décision de Fessenheim. Ouais, ça, c'était les deux commentaires qu'on voulait faire sur la fermeture de Fessenheim quant au processus de décision et qui nous semble ont été mal couverts et mal discutés. Les fameux 10 millions de tonnes de CO2, ils commencent à faire leur apparition dans la presse en ce moment. Hein. Il y a eu plusieurs fact-checking. Nous, on a publié là-dessus. On a fait une colonne dans Le Monde au mois de février. Il y a eu plusieurs fact-checking, il y en a eu un de France Info, un du Monde, un de l'AFP, voilà. C'est un sujet qui démarre et s'il n'a pas été traité à temps suffisamment, je pense qu'il n'est pas trop tard de le traiter maintenant, puisqu'on a quand même en tête dans la PPE de fermer d'autres moyens de production nucléaire. Donc il faut que si on se lance là-dedans, comme il est prévu par le décret PPE, on fasse des discussions éclairées et qu'on étudie à fond les conséquences de la fermeture Fessenheim, non seulement sur le plan de l'emploi, et ça c'est vraiment, je crois, le cœur de la mission d'information, mais aussi sur ces autres aspects qui sont quand même des aspects stratégiques, des objectifs stratégiques pour la France et pour l'Europe. Voilà. Sur la question du démantèlement, pour nous, il existe aujourd'hui une filière de démantèlement en France. Pour nous, on s'attend à ce que Fessenheim soit un chantier, je dirais pas facile, mais un chantier connu, pour deux grandes raisons. Le premier, c'est qu'il y a déjà eu des centrales REP, donc des réacteurs à eau pressurisée qui ont été démantelés aux États-Unis. Donc, on sait que c'est faisable, qu'il n'y a pas de verrou technologique. On n'a pas besoin de faire de la R&D pour faire du démantèlement. Souvent, on nous invite, par exemple, sur des émissions de télévision, sur la question du démantèlement, et puis on nous parle de Brennilis ou de chantiers autres. Il ne faut pas mélanger en fait les chantiers de type centrale REP, qui est quand même la technologie la plus répandue dans le monde et une technologie relativement récente, avec des chantiers de centrales qui ont été construites dans les années 60, voire les années 50, ou des laboratoires de recherche ou des installations du site qui sont des objets beaucoup plus complexes à démanteler, sur lesquels on n'a pas forcément la documentation et sur lesquels on n'a pas forcément aujourd'hui la technologie pour le faire. Une centrale REP, c'est quelque chose de connu. Je l'ai dit aux États-Unis, en France, on a le chantier de choses. Donc, même s'il va y avoir des optimisations opérationnelles qui vont sortir du premier chantier et des effets de série qui vont arriver avec les chantiers d'après, en particulier de démanteler 2 unités. Donc, ça, c'est typique d'effets de série, puisqu'on fait une seule fois les études, on a une seule fois l'outillage, les mêmes fournisseurs. Donc, on ne s'attend pas à ce que ça soit un chantier complexe. Voilà. Ça sera une tête de série sur un 900, mais on ne s'attend pas à ce que ça soit un chantier complexe. Donc, il y a la question de savoir est-ce qu'il y a des filières de démantèlement dans le monde. Donc, nous, on n'a pas de données marché, on entend le tout et son contraire. Une chose est sûre, un chantier de démantèlement, c'est quand même très local, parce que c'est très soumis à la réglementation.
c'est extrêmement réglementé, quoi. À chaque fois que vous faites une opération, vous devez faire un rapport une demande à l'autorité de sûreté, tout documenter, avoir l'accord d'autorité de sûreté. Et les réglementations sont très différentes d'un pays à l'autre, en particulier sur tout ce qui est déchets. Je pense qu'on va en parler parce que c'est un de vos sujets. Donc, il y a de toute façon une part locale toujours extrêmement importante dans les chantiers de démantèlement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas amener de la technologie et des savoir-faire, voilà. Mais il faut voir que cette partie est toujours quand même relativement limitée parce qu'un chantier de démantèlement, c'est local. Voilà. En tout cas, et ça je pense que vous avez dû le voir dans les autres auditions que vous avez faites, c'est 15% des effectifs d'une centrale en opération. Donc, pour nous, l'avenir nucléaire, c'est d'abord opérer et produire de l'électricité, et c'est construire aussi. Et je pense que ça, on va en parler pour votre troisième question. On peut se poser la question de savoir 40 ans, 60 ans, 80 ans maintenant, hein, puisqu'on a la centrale de Floride qui a été autorisée à fonctionner 80 ans. Dans l'existence d'une installation quelle qu'elle soit, il y a un démarrage et il y a une fin, quelle que soit la date de cette fin, et c'est pas grave si on construit une nouvelle usine. Voilà. Et là, on n'a pas la visibilité sur les nouvelles usines. Donc, sur le territoire de Fessenheim, il y a évidemment cette question du technocentre et du recyclage des fameux déchets TFA. Donc, pour nous, c'est une grosse interrogation qu'on a eue dans le débat PNM-GNR. On est dans un moment au milieu du débat où on parlait d'économie circulaire, où il y avait une loi proposée au Parlement sur l'économie circulaire, enfin, je ne sais plus comment elle s'appelait exactement, mais en fait, bizarrement, il faut tout recycler sauf le nucléaire, quoi. Donc, pour nous, toutes les matières doivent faire l'objet d'un plan d'économie circulaire. C'est déjà le cas pour tous les déchets conventionnels dans le nucléaire, je crois qu'ils sont valorisés à 95%. C'est le cas aussi pour les déchets à haute activité vivante, puisqu'on a le processus de recyclage de l'AG et de Mélox, qui produit quand même aujourd'hui 10% de l'électricité française, ce combustible-là. Et donc, c'est évidemment le cas pour les TFA. D'autres pays, même des pays antinucléaires comme l'Allemagne, recyclent leurs TFA. Et pour nous, il y a vraiment une opportunité de valorisation des aciers, plus tard des bétons. Et les processus sont là, ils existent dans des pays voisins, donc il n'y a pas de raison pour lesquelles on ne pourrait pas le faire. Et ça, vraiment, c'est l'opportunité de construire une nouvelle filière industrielle dont, en effet, Fessenheim pourrait être l'éclaireur. Voilà, le site de Fessenheim pourrait être l'éclaireur. Au-delà de ça, il y a ce que je disais tout à l'heure, il faut construire, il faut renouveler le parc nucléaire. On parlait de sécurité d'approvisionnement. On sait qu'on aura besoin d'un socle de nucléaire pour assurer notre sécurité d'approvisionnement, puisque vous savez qu'on va rentrer sur un effet falaise aux alentours de 2040, où le parc nucléaire français, la grosse partie du parc nucléaire français va arriver à 60 ans. Et on a construit très vite, donc tout ça va arriver très vite. Et là, on parle de 2 unités, mais en gros, il y a eu des années où on a mis 6 réacteurs nucléaires en ligne. Hein. Donc, ça veut dire qu'ils arrivent tous en même temps à 60 ans. Et ça, chaque année, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on peut arriver à quelque chose à la fois de grave socialement, évidemment, et aussi de très grave pour notre approvisionnement électrique. Parce que ça, c'est du pilotable. Hein. C'est des installations qui fonctionnent à 80% toute l'année. Donc, on a alerté plusieurs fois sur ce sujet. On a publié l'année dernière un document qui parlait à la fois des problèmes de calendrier énergétique, comme quoi il fallait lancer les chantiers maintenant, et de problèmes industriels, puisqu'on a bien vu sur le chantier de Fessenheim que la France avait perdu en capacité industrielle, et il n'y a pas à dire pour développer ses compétences, il faut construire, il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Donc, il y a eu des gens qui ont été formés sur Flamanville et qui ont besoin maintenant d'un nouveau chantier pour parfaire leur process, pour investir sur l'outil industriel. Et on a besoin aujourd'hui, en pleine crise post-Covid, d'avoir des
des industriels qui investissent sur le routier industriel, qui investissent en compétences. Et la filière nucléaire est prête à le faire pour les nouveaux chantiers EPR. Donc, il y a un projet de 6 EPR en instruction qui doit remettre ses conclusions à mi-2021. Et donc, pour nous, c'est essentiel que ces décisions soient prises dans le cadre du plan de relance le plus tôt possible, à la fois pour des raisons de calendrier énergétique et de calendrier industriel, et de nécessité d'emmener quand même notre 3e filière industrielle dans le plan de relance. On l'a vu en étudiant Fessenheim, ce sont des emplois hautement qualifiés, qui créent énormément aussi d'emplois induits sur le territoire, qui créent de la demande de services éducatifs, de services culturels, d'infrastructures. Donc, c'est vraiment top, en fait, un chantier nucléaire pour un territoire. Un chantier de paires, c'est 8000 emplois, la moitié locaux, et là, on parle de construire des paires. Donc, c'est pour nous un point essentiel. Juste pour conclure et vous redonner la parole sur les questions de sécurité d'approvisionnement, donc nous, on vient de publier des scénarios énergétiques 2050, c'est un grand organisme d'études économiques qui l'a fait en France, donc indépendant de nous. Et il montre qu'en effet, on ne pourra pas avoir une stratégie 100% renouvelable, donc il faut commencer à renouveler le parc nucléaire pour 3 raisons. D'abord, il y a un problème de saturation des gisements renouvelables. C'est-à-dire que dans les modèles, ils disent que pour pouvoir assurer notre approvisionnement énergétique, on utiliserait jusqu'à 95% de nos gisements éoliens et solaires. Donc ça, c'est quand même une grosse incertitude de savoir est-ce qu'on peut saturer nos gisements, est-ce qu'on aura un support du public pour le faire. Ensuite, on repose sur des technologies qui aujourd'hui n'existent pas. Je pense au power to gas, c'est à l'état de laboratoire. Donc miser l'avenir de la France et avoir une politique de résilience de notre sécurité d'approvisionnement électrique sur des technologies qui n'existent pas, et tout ça pour dans 15 ans, c'est quand même sacrément risqué. C'est pas digne d'un pays qui a 70 millions d'habitants et qui veut se réindustrialiser. Et puis, dernier sujet, très grande variabilité des prix, puisqu'on on va passer de moments de surproduction à des moments de sous-production. Et donc, tout ça, le socle nucléaire qui produit 24 heures sur 24, bas carbone, est un apaisement économique et permet à la fois un bouclage physique et un bouclage économique pour les futurs marchés d'électricité. Et ça, donc, nos travaux le montrent très clairement en avance des travaux d'RTE qui vont arriver, qui seront plus détaillés et plus complets dans un an. Voilà. Merci, Madame Faudon, pour ces éléments. Plusieurs questions, peut-être pour approfondir vos propos. Vous parlez d'une bataille d'un autre temps pour la fermeture de Fessenheim. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur finalement cette accroche, bataille d'un autre temps, alors que l'écologie n'a peut-être jamais été une préoccupation aussi importante de nos concitoyens? Est-ce qu'une bataille écologique, elle est celle d'un autre temps? Est-ce que c'est la mauvaise bataille écologique? Pourquoi c'en était une quand même, mais pourquoi est-ce qu'elle est devenue d'un autre temps et peut-être mauvaise aujourd'hui, de votre point de vue? Alors, parce que les priorités écologiques ont changé, je pense, tout simplement. Il y avait un article du Monde la semaine dernière qui disait que justement les écologistes ne savent plus quoi dire sur le nucléaire. Je pense que moi, la façon dont je vois ça, j'enseigne à Sciences Po aussi sur ces questions-là. Donc, on essaye de regarder un petit peu d'où vient cette tendance anti-nucléaire très forte, ce marqueur anti-nucléaire très fort dans les mouvements écologistes. Je crois que ça vient vraiment des années 60, des années 70. Et ça vient d'autres sujets pratiquement, ou d'autres valeurs qui étaient portées par des courants écologistes. Typiquement, la lutte contre la bombe atomique qu'on associe au nucléaire civil, la lutte contre l'autorité. On a beaucoup de mouvements anarchistes à ce moment-là qui sont montés contre nous. Moi, j'ai eu des manifestations anarchistes à l'occasion de conférences que j'ai données à Lille, par exemple. Les mouvements anti-sciences. Typiquement les mouvements anti-vaccins et puis les mouvements anti-croissance aujourd'hui.
Il faut savoir que le nucléaire est une technologie qui permet de découpler la croissance et les émissions. Quand on regarde le parc nucléaire entre 80 et 85, on a construit très vite, comme je disais, on a diminué les émissions de CO2 en France de 20% et on a eu une croissance de 8%. Donc, je ne dis pas que ça règle les problèmes du monde, hein, loin de moi cette idée. Mais en tout cas, c'est une technologie qui permet justement la croissance verte, qui permet en tout cas de croître sans augmenter les émissions. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, on a déjà décarboné notre électricité, mais ça va être l'utilisation de l'électricité bas carbone qui va permettre ce découplage, en permettant d'éliminer les fossiles des secteurs comme le transport ou l'habitat qui consomment aujourd'hui l'essentiel du gaz et du pétrole qu'on importe. Hein. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est une vue ancienne du nucléaire dans l'écologie. On a beaucoup parlé à ce moment-là des déchets, mais qui au bout du compte sont extrêmement bien gérés. Vous voyez, on pourrait même les gérer mieux puisqu'on pourrait recycler plus. Voilà, qui ne pose aucun problème sanitaire. Aujourd'hui, moi, je suis convaincue que le nucléaire est un outil pour l'écologie sur 4 facteurs. Alors, d'abord, le CO2. Ensuite, les émissions de polluants atmosphériques, puisque ça n'émet ni particules fines, ni NOx, ni SOx. Au niveau de la biodiversité, puisque ça a une empreinte au sol extrêmement faible. Donc, on peut aujourd'hui renouveler tout notre parc nucléaire sur nos sites existants, donc sans augmenter notre empreinte au sol en force. C'est-à-dire qu'on préserve vraiment les espaces naturels. Et sur un 4e sujet qui monte, qui est l'utilisation de la ressource. On parlait recyclage des aciers à très faible activité. Il faut savoir que le nucléaire utilise très peu d'acier au kilowattheure. Et très peu de ressources naturelles au kilowattheure. Donc, c'est pour moi, sur ces 4 dimensions qui sont aujourd'hui les dimensions de l'écologie d'aujourd'hui, le nucléaire est un atout. Donc, pour moi, il y a le monde d'avant, la façon dont les mouvements écologistes regardaient le nucléaire et qui était très lié à d'autres valeurs que portaient les mouvements écologistes à l'époque. Et aujourd'hui, le monde d'après. Et le monde d'après, c'est travailler ces 4 dimensions que je disais, des dimensions d'écologie, que ce soit le climat, la pollution de l'air, la question de la biodiversité et la question des ressources minérales. Donc, c'est ça où je vois la différence entre le monde d'avant et le monde d'après. On est un peu triste en France parce qu'on n'a pas de grands écologistes qui sont passés de l'autre côté. Mais vous savez que récemment, on a eu AOC aux États-Unis, Alexandra Ocasio-Cortez, qui est quand même une figure du mouvement du Green Deal aux États-Unis, qui a dit Of course, door is open for nuclear. Et en Angleterre, on a le porte-parole Extinction Rébellion qui vient de passer dans une autre ONG qui est une ONG justement qui défend l'utilisation nucléaire pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, on voit, l'article du Monde disait que les écologistes sont moins combatifs sur le nucléaire. Enfin, ils sont capables quand même de mélanger nucléaire et fossile dans une même phrase comme si c'était la même chose. Mais on voit par exemple l'ancien ministre, Brice Lalonde, maintenant aujourd'hui dit non, c'est pas sur le nucléaire qu'il faut taper, c'est sur le charbon, quoi. Voilà. Donc le problème c'est le charbon. Voilà. Donc et on a besoin du nucléaire pour se débarrasser du charbon. Enfin en France, mais en d'autres pays. Voilà. Justement sur cette notion de cycle du nucléaire, de réduction de la consommation de matière et notamment de combustible, du coup, qui est quand même un enjeu. On a bien compris que derrière la fermeture de Fessenheim, il y a une stratégie. C'est une première centrale et on a vu dans les réseaux antinucléaires que cette décision maintenant acquise, d'autres revendications naissent sur des fermetures. On a une cristallisation sur le site de La Hague et on a une cristallisation sur des réacteurs de 900 MW qui, certes, sont les premiers qui ont été construits et qui ont donc l'âge le plus avancé, mais qui sont aussi ceux qui sont à même d'utiliser du combustible MOXé. Quel est votre regard de ce point de vue-là sur l'évolution de la stratégie de MOXable ou d'équipement de nos centrales nucléaires en capacité à utiliser du combustible MOXé pour permettre la survie finalement de ce cycle combustible qui conduit à une réduction drastique de la quantité de combustible qu'on utilise en France et donc de la quantité de déchets nucléaires in fine, au regard de
la nécessité qui viendra quand même d'avoir une doctrine stabilisée sur l'âge d'arrêt d'un réacteur de 900 MW qui viendra dans les 10 ou 20 ans, quoi, à un moment ou un autre. Alors, évidemment, bon, nous, la doctrine française sur laquelle il semble qu'il y a un consensus, c'est 60 ans. Donc, c'est une doctrine différente de celle des Américains, typiquement. Alors, évidemment, nous, on est bien sûr motivés par le recyclage et à évidemment continuer la filière de recyclage qu'on a actuellement sur la haute activité vie longue et développer de nouvelles filières de recyclage et de valorisation des matières. Donc, aujourd'hui, on a pris acte, évidemment, de la PPE. Il y a un programme, je pense que vous le savez, pour MOXer les 1300. Le PR est moxable aussi, donc cette filière peut tout à fait continuer actuellement. Elle travaille sur du multi-recyclage. Et évidemment, il y a aussi la recherche sur des filières de Gen 4, typiquement la filière sodium, qui elle permettrait de valoriser encore plus les matières, puisque non seulement on pourrait valoriser le plutonium, mais on pourrait valoriser notre stock d'uranium appauvri. Ce qui serait juste formidable parce qu'on a sur notre sol un stock qui nous permettrait d'opérer plusieurs milliers d'années. Donc, on est vraiment dans l'énergie illimitée, avant même d'avoir la fusion. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, c'est une technologie sur laquelle on a une expérience industrielle, hein, puisqu'on a eu 3 prototypes. Qu'on pourrait tout à fait relancer. Donc aujourd'hui, le gouvernement a jugé que ce n'était pas une priorité parce qu'on n'avait pas de problème d'approvisionnement d'uranium à court terme, mais il faut savoir que tous les autres pays se lancent dedans. Hein. Les États-Unis, il y a 50 startups qui travaillent sur des petits modèles qui peuvent produire non seulement de l'électricité, mais la chaleur. Nous, on a fait une étude, par exemple, sur les réseaux de chaleur européens. Il y a beaucoup de réseaux de chaleur européens, ils sont aujourd'hui très fossiles. Et il n'y aura pas suffisamment de ressources biomasse en Europe, de toute façon, pour décarboner ces réseaux de chaleur. Donc, ça veut dire que très tout à fait, la Finlande essaie d'étudier ça, d'utiliser des petits réacteurs nucléaires pour chauffer l'eau. Parce que le réacteur, c'est tout à fait faire et alimenter des réseaux urbains avec un modèle de sûreté qu'il faut définir. Donc, évidemment, il faut recycler. Enfin, c'est l'avenir. Quand je vous disais ne pas recycler, pour moi, c'est le monde d'avant. Je suis effarée que certaines associations défendent qu'il faut tout recycler sauf le nucléaire. Je trouve ça vraiment absolument incroyable. Voilà. Alors justement, sur le recyclage, un des projets de reconversion du territoire, c'est l'installation du technocentre, hein, ce lieu finalement de recyclage des métaux non radioactifs, j'aime bien le préciser, issus du démantèlement. C'est un sujet polémique lié à la doctrine française de l'absence de seuil libératoire, c'est-à-dire de la définition légale d'un déchet nucléaire sans que cette définition légale fasse l'objet d'un contrôle technique. Finalement, c'est ça qui se passe. Est-ce que vous avez des points de comparaison européens? Comment font les autres pays par rapport à ce seuil libératoire? Comment circule la matière issue de cette libération administrative de ce que nous considérons en France comme un déchet nucléaire? Est-ce qu'on a en France, dans nos objets de consommation courante, des objets fabriqués à partir de matériaux déjà issus de ces processus conduits ailleurs en Europe? Alors, on n'a pas d'études précises sur la question, mais ma compréhension, enfin, je crois que ça soit sur, par exemple, typiquement l'Allemagne ou le Japon, c'est qu'en effet, une fois que le seuil a été contrôlé, les matériaux circulent librement. C'est-à-dire qu'à mon avis, dans une voiture allemande aujourd'hui, il y a du matériel qui est issu de ce recyclage. Je sais que j'ai vu au Japon des bancs publics en acier. Voilà, donc ce sont des choses qui existent. Bon, il y a un côté anxiogène à l'utilisation de ce sujet de libération, parce qu'on a l'impression que c'est pas forcément un mot heureux, parce que ça donne l'impression que c'est pas managé, pas contrôlé, pas organisé. Donc, c'est peut-être pas un terme heureux. Je pense que déjà une première étape, et c'était déjà proposé par
dans le cadre du débat sur le PNMG-MDR, c'est qu'on sait déjà qu'on a un certain nombre de très gros stocks, en particulier au CEA et puis chez Orano avec l'usine Eurodif, où il y a plus de 100 000 tonnes d'acier. On peut tout à fait déjà caractériser des gros lots et lancer des opérations sur des gros lots, à la fois en termes d'autorisation, mais aussi en termes d'utilisation pour commencer, c'est-à-dire de se dire bon, bah, ça pourrait être recyclé dans des usages sans contact avec le grand public, hein, même si ça ne pose pas de problème. Typiquement des rails, enfin des secteurs où il n'y a pas de contact direct avec le grand public. Voilà. Pour relancer ça, en fait, je dirais. Parce que c'est vrai qu'on le voit dans le débat public, cette idée de libération est anxiogène. Et je pense qu'il faut absolument, quand on relance ce process-là, au contraire, montrer qu'on est vraiment dans un domaine sous contrôle. Et dans un cadre européen qui fait que de toute façon, les autres le font. Monsieur le rapporteur. Excusez-moi, je vais tendre à vous remettre la question. Sur le sujet, effectivement, du technocentre, donc j'ai bien compris que pour vous, vous estimez que la filière de démantèlement, elle est quasi mature, en fait, il y a juste à monter la filière industrielle. Disons qu'il n'y a pas de verrou technologique, il y a des Il n'y a pas de verrou technologique, voilà. Par contre, question, effectivement, parce que nous, on est plusieurs députés à porter justement, dans ce bien pris en compte dans le plan de relance à venir, justement un véritable accompagnement et une construction réelle de cette filière du démantèlement, puisqu'il faut par là aussi, je pense, une filière qui peut être une filière d'excellence, une filière de création d'emplois, qui peut être exportable aussi d'un savoir-faire en France. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez qu'il y a besoin d'avoir un plan de soutien particulier pour monter cette filière, ou c'est tout simplement, il faudrait qu'on puisse apporter, ça vous l'avez très bien dit, aussi bien sur le sujet de la construction, mais je pensais aussi sur le sujet du démantèlement, toute filière qui se construit a besoin de demander une visibilité. J'ai voulu un peu savoir pour vous quels seraient les éléments, leviers éventuellement qui pourraient être apportés par le politique, en tout cas pour accompagner ou en tout cas mieux se mettre en place. Alors, c'est une filière où il y a beaucoup de R&D, en particulier sur tout ce qui est numérique. Parce qu'en fait, typiquement, ils font des reproductions 3D des installations à partir de plans 2D. Et ils numérisent des installations pour pouvoir après optimiser les chantiers. D'autant plus que si on fait un travail de simulation avec, par exemple, de la réalité virtuelle, on peut optimiser les opérations, à la fois les interventions des prestataires, mais aussi minimiser les doses des opérateurs qui vont être exposés typiquement à de la dose. Donc, le numérique est vraiment un outil extrêmement développé, qu'on doit absolument développer dans cette filière. Il y a aussi beaucoup de robotisation dans cette filière, pour aussi les mêmes raisons. Hein. C'est pour pouvoir intervenir dans des milieux qu'on appelle chauds, enfin des milieux où il y a de la dose. Donc, c'est vraiment l'axe principal. Je voulais quand même vous rappeler que la filière démantèlement, c'est 15% des emplois de la filière d'exploitation. Donc, je pense que dans le cadre du plan relance, ce qu'attend la filière, outre évidemment des supports sur un certain nombre de technologies clés dont le numérique, c'est une filière qui traditionnellement a été en retard par rapport aux autres filières, je pense en particulier à l'aéronautique. Une des raisons, c'est que c'est plus compliqué de numériser une centrale nucléaire que de numériser un avion. Hein. C'est plus compliqué, il y a plus d'objets. Hein. Il y a plus de contraintes aussi. Mais c'est une filière qui est en train de se rattraper, donc elle a vraiment besoin de pouvoir accélérer cette activité-là. Aussi à la fois pour le démantèlement, mais aussi pour la maintenance et pour les constructions neuves. C'est une des clés de l'EPR2, hein, c'est que l'EPR2 sera fait sur une plateforme entièrement numérique, donc permettra de
de coordonner beaucoup mieux les différents intervenants d'un chantier. De la même façon qu'aujourd'hui, on utilise ces outils pour, typiquement dans l'aéronautique. La 350 a été entièrement fait sur une plateforme de système engineering numérique. Voilà. Donc, le PR2 aussi sera fait sous cette forme. Mais ce qui peut créer vraiment des emplois, c'est de construire. Vraiment, je vous disais, on disait, pour un réacteur nucléaire, c'est 500-700 employés. Donc, je crois que sur le site de Fessenheim, j'ai vu des projets qui auraient plus d'une centaine d'employés en 2025, alors qu'il y a 1000 employés aujourd'hui. Donc, ça vous donne l'ordre de grandeur. Et un chantier EPR, c'est 8000 pour une unité. C'est 4000 personnes sur site. Quand on regarde Flamanville, c'est intéressant parce qu'il y a une étude de la Chambre de commerce de Normandie sur le chantier de Flamanville. Bizarrement, c'est une coïncidence. Flamanville a été lancé en pleine crise de 2008. Et quand on regarde sur la période 2008-2015, le Cotentin a été complètement protégé de la crise de 2008. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune baisse de l'emploi salarié et industriel sur cette période, alors qu'en France, on est passé de 2 millions de chômeurs à 3,5 millions de chômeurs. Donc, un chantier nucléaire, c'est très créateur d'emplois. Je vous rappelle que 80% de la valeur ajoutée est en France et qu'un euro investi dans le nucléaire crée 2,5 euros dans l'économie. Donc, ce qui est créateur d'emplois dans le plan de relance, pareil, comme la Tennessee Valley Authority. Je m'excuse de vous couper parce qu'on a bien entendu les messages que vous portez et qui sont bien retenus et bien mis en avant. Je me permets de vous couper parce qu'effectivement, le président et moi-même, nous avons une obligation à 12h30 et devrons couper assez rapidement. Par contre, dernière question, parce qu'on parle partie de construction. Moi, je voudrais qu'on revienne un peu sur le sujet des fermetures de centrales. Parce qu'une centrale, alors on a évoqué 80 ans pour les États-Unis ou autres, on se rend compte que notamment aujourd'hui, la vie des centrales est aussi liée aussi à des autorités extérieures d'EDF, notamment l'ASN, qui fait des visites décennales tous les 10 ans, d'où son nom de décennale. On a passé à VD4, on ne saura pas ce que c'est que la VD5, puisque les exigences qu'on a aujourd'hui ne seront pas forcément les exigences qu'on avait au moment de la construction des centrales, qui peut avoir un impact aussi sur la vie centrale. Moi, et là, c'est un peu le sujet aussi fort de cette mission, hormis du fait de l'opportunité ou pas de construire la filière nucléaire et de continuer à la construire, c'est aussi, à un moment donné, toute centrale a une fin de vie. Et quel doit être l'accompagnement des territoires dans le cadre de la fin de vie de ces centrales, ou en tout cas de ces réacteurs. Certes, à un moment donné, ça crée des emplois, mais du fait de la fermeture à venir et future, et de toute façon attendue, c'est aussi à un moment donné de la perte d'emploi. Et est-ce que là aussi, dans la filière nucléaire, elle a aussi un rôle à jouer majeur à partir du moment où on construit, comment développer aussi autour de nouvelles activités, accompagner des territoires qui se retrouvent confrontés à un moment donné à des fermetures qui sont inéluctables, puisque là, on ferme Fessenheim avant la VD4, mais demain, ce sera d'autres réacteurs qui seront amenés à fermer. Et ce n'est pas une surprise de dire aujourd'hui, tout le monde est un peu surpris quand tout le monde a l'air surpris qu'on ferme une centrale, alors que dès le départ, on savait qu'à un moment donné, la durée de vie d'une centrale, que ce soit 40 ou 60 ans ou 50 ans, est limitée. Donc, certes, créateur d'emplois, mais comment la filière peut s'organiser aussi pour mieux accompagner les territoires. Et j'aurais bien voulu avoir votre perception sur ce sujet-là. Est-ce qu'on sent qu'il y a un problème d'articulation entre État, acteurs de la filière et territoire? C'est un sujet sur lequel vous êtes penché, vous, particulièrement. La filière nucléaire, elle ferme des usines. L'exemple dont on parlait tout à l'heure, c'est Eurodif, notre usine d'enrichissement au Tricastin, à Pierrelatte. Elle a fermé et la filière a construit une nouvelle usine d'enrichissement sur le même site qui est une des usines les plus modernes du monde. C'est la même chose avec nos usines de conversion sur le site de Malvézy et aussi sur le site de Pierrelatte. On a aujourd'hui l'usine de conversion chimique la plus moderne du monde.
Donc c'est quand même ça. C'est quand même ça que peut faire la filière nucléaire. Et c'est ça ce qu'elle attend. C'est-à-dire, en effet, une installation ferme, elle est remplacée par d'autres installations. Et ça, c'est valable aussi pour les renouvelables, enfin pour toutes les sources de production. Dans les 20 ans qui viennent, on doit renouveler tout notre parc de production, qui soit nucléaire et renouvelable. Puisque le renouvelable est construit aussi pour une durée plus courte que nous. Donc, on va renouveler toute notre infrastructure. C'est quelque chose d'énorme. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous, je le répète, on n'a pas de visibilité. Alors maintenant, la question de la désindustrialisation de la France, c'est une question générale qui touche toutes les filières industrielles. Et on a bien entendu qu'il y a un plan pour réindustrialiser la France. Et nous, on est tout à fait prêts à en faire partie. Et à y participer. On pense qu'on est d'ailleurs l'outil numéro 1 de réindustrialiser la France, pour tout vous dire, parce que réindustrialiser un pays sans garantie de fourniture d'électricité bas carbone à un prix raisonnable, et aussi on apporte des compétences, les soudeurs, on les forme. Donc on vient de faire une étude avec la Fabrique de l'Industrie sur la Bourgogne. On est un acteur énorme de la métallurgie en Bourgogne, donc on forme les gens et donc ça nous permet d'alimenter la recherche et les universités, le tissu industriel hors nucléaire. Donc ça mérite étude. Et nous, ce qu'on sait faire, c'est construire des installations qui produisent de l'électricité ou qui produisent des isotopes médicaux. C'est ce à quoi on peut contribuer, et on le fait puisqu'on apporte dans les territoires FSNA un excellent exemple, des usines qui exportent et avec un taux de qualification extrêmement élevé. Vous voyez là, par exemple, hier, j'étais avec une journaliste, je ne vais pas la nommer, ni son journal, et elle connaissait le nucléaire parce qu'elle a grandi près de choses. Et à un moment donné, dans les Ardennes, il y a eu l'arrivée des socialistes au pouvoir au début des années 80, et il y avait une usine sidérurgie qui n'a pas été nationalisée, donc qui n'a pas été sauvée et qui a fermé. Et donc, toute la région était sans dessus-dessous parce que c'était l'employeur local. Et en fait, à ce moment-là, EDF a lancé le réacteur 2 de Chooz en construction et tout le monde a trouvé un job au réacteur de Chooz. Et d'ailleurs, elle me disait qu'elle avait grandi dans une famille où elle ne connaissait pas ce que c'était que les études supérieures, parce que dans la région, personne n'allait à Paris faire Sciences Po, faire des écoles de journalisme, et que comme il y a eu les enfants qui sont arrivés des employés EDF, le système éducatif a changé dans la région, et il y a plein de gens de la région qui, du coup, se sont lancés dans les études supérieures, parce qu'auparavant, dans leur famille, il n'y avait pas cette tradition de faire des études supérieures. Vous voyez, donc, il y a eu une révolution avec l'arrivée de cette centrale dans cette région-là. À cette époque, c'était au début des années 80. Voilà. Donc, on sait et on a une contribution extrêmement forte au niveau des territoires, parce qu'on est souvent le grand acteur local à construire des usines, à avoir des emplois extrêmement qualifiés, et on contribue à l'infrastructure de la région. Enfin, on a des centrales. Et ça, je crois que c'est vrai de tout grand industriel performant qui exporte, quoi. Ils tirent la région. Il y a des régions, par exemple, il faut savoir qu'à Marcoute, dans le Gard, on a le centre de recherche de chimie séparative le plus gros du monde. Il y a des gens qui viennent de partout dans le monde utiliser l'installation pour faire leurs projets de recherche. Donc, on apporte aussi des expatriés, des gens de l'étranger. Voilà. Donc, quand on regarde le site du Tricastin, il y a 5000 employés sur le site du Tricastin, entre la centrale du Tricastin et les installations à Norio. C'est le gros employeur de la région, de la Drôme, du Vaucluse, etc. C'est le gros employeur. Voilà. Donc, ce sont des réalités. Donc, soit on se dit, et nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut pas forcément renouveler. On n'a pas pour ambition de dire il faut 70% de nucléaire en 2035 ou même 2050. On ne sait pas. C'est évident qu'il va y avoir des moyens alternatifs qui vont monter en puissance. Mais en tout cas, on dit c'est un socle, on en a besoin. Et aujourd'hui, c'est notre troisième industrie nationale, et c'est une industrie qui est compétitive au niveau international. On exporte. Hier, j'étais avec les Russes. Rosatom, les réacteurs de la centrale qu'ils construisent en Turquie, la turbine, c'est une turbine française qui est fabriquée à Belfort.
Donc, on a dans les mains quelque chose de précieux. Parce que ça ne sert à rien de construire une usine qui n'a pas de marché. Voilà. On va construire une usine, mais elle n'est pas compétitive sur son marché international et dans 10 ans, elle va fermer ou alors il va falloir continuer à subventionner. Voilà. Nous, ce n'est pas le cas. Voilà. Très bien, merci beaucoup pour la clarté de vos réponses. Je n'ai pas forcément de questions complémentaires parce que vous avez déjà beaucoup de sujets ont été abordés par le président. J'ai beaucoup aimé sur le sujet, c'est nucléaire, écologie, les 4 axes. C'est vrai que c'est assez surprenant. Là. Je pense qu'il y a certains collègues qui seraient amusés de… C'est très… Oui, non, mais moi, quand je le dis, il y a des choses… Les gens rigolent, mais la réalité, c'est que les chiffres sont là. Je peux vous montrer. Oui, non, mais je l'entends. Mais en fait… C'est tellement contre-intuitif. Si vous voulez, c'est toujours la question de raisonnement. C'est qu'aujourd'hui, on se trouve dans ce paradoxe entre une urgence qui est le changement climatique et l'autre paradoxe qui est la dette à long terme. Donc, c'est vrai que c'est toujours cette espèce d'équilibre. On est toujours dans cette logique de l'équilibre qui est forcément difficile à trouver. Mais vous savez, on dit que ça va être très cher de renouveler le parc. Le chiffre qui vient de sortir dans le rapport de la Cour des comptes, c'est 46 milliards sur 20 ans, c'est 2 milliards par an. Hein. C'est 2 milliards par an. Il faut sûrement une aide de l'État parce que EDF ne peut pas se prendre 46 milliards de dette sur le dos, mais 2 milliards par an pour tous les acteurs, alors qu'actuellement, vous le savez, les subventions d'achat renouvelable, c'est 6 milliards. Donc, s'assurer aujourd'hui de notre approvisionnement électrique, de la bonne santé de notre filière industrielle, créer des emplois en période de besoin, de crise, donner des garanties de l'État pour 2 milliards par an d'investissement, c'est pas… Vous voyez, alors, si vous me permettez, alors j'en profiter là. Il reste, si Monsieur le Président me permet, il reste 6 minutes très courtes. Je veux juste sortir un petit peu du cadre de la mission et vous emmener sur un autre sujet, si vous me le permettez. J'ai fait partie d'une commission d'enquête sur les énergies renouvelables. Il s'est posé à un moment donné du coup de cycle complet. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit aujourd'hui qu'on met un parc éolien ou un parc photovoltaïque en place. Et donc, EDF est un acteur aussi important. Il faut quand même le souligner aussi. EDF ne fait pas que du nucléaire. C'est un acteur important des ENR. On parle de coût complet. Oui. On parle de coût complet. Et donc, l'appel d'offres qui est fait, notamment, est fait sur un coût complet. C'est-à-dire mise en œuvre, production, maintenance, démantèlement. Pour vous, le vrai coût complet de nucléaire en France, il est de combien? Parce que Flamanville, aujourd'hui, on parle de 70 €, 80 €. On a un coût de revente du nucléaire qui est de 42 € avec l'Arenh aux autres distributeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas un peu le serpent qui se mord la queue, où d'un côté, on se rend compte que la production nucléaire, on est obligé, comme vous l'avez dit, l'aide de l'État, donc le contribuable participe. En plus… Le contribuable ne participe absolument pas au coût de la production nucléaire. C'est entièrement sur les comptes d'EDF. Au contraire, EDF fait des bénéfices avec le nucléaire en France. Non, mais quand vous dites qu'il faut construire avec une aide de l'État, à un moment donné, si, le contribuable… Il faut en fait, dans le coût de financement de l'État, vous le voyez un peu dans le rapport de la Cour des comptes, il y a les questions des intérêts intercalaires. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous avez un investissement où il y a beaucoup de capital à mettre au début, la question de la rémunération du capital a énormément de conséquences sur le coût complet. Là-dessus, il y a une étude très intéressante de la centrale d'Hinkley Point en Angleterre, de la Cour des comptes anglaise, où ils disent qu'il aurait été plus intelligent, plutôt que de rémunérer EDF à 9,5% et de mettre un coût de rachat d'électricité très élevé, d'investir directement dans la centrale ou de donner une aide de financement pour faire descendre le coût du financement à 4 ou 5%, ce qu'on voit typiquement sur des projets publics. Ça aurait permis de baisser le prix de l'électricité pour le contribuable de manière extrêmement élevée. Donc, dans le plan actuel d'EDF pour baisser les coûts, il y a une partie qui est évidemment construire mieux et plus vite, mais il y a aussi une partie, c'est d'avoir accès à du capital moins cher. Donc, quand EDF a construit le parc, ça a été entièrement financé par de la dette qui était garantie par l'État.
Donc, du coup, les taux d'emprunt étaient très bas. C'est ça que je voulais dire. Alors maintenant, c'est à l'État, dans le cadre de son étude, de voir comment il veut organiser les choses. Mais je prends le Grand Paris, les grandes infrastructures publiques. Le Grand Paris, ce n'est pas la RATP, la SNCF qui ont financé le Grand Paris. C'est que du financement. Vous voyez ce que je veux dire ? Ce sont des grosses infrastructures. Donc, soit c'est de l'argent direct, il faut voir ce que les Anglais vont faire pour la prochaine, soit ils vont investir directement, soit c'est en tout cas la mise à disposition des capacités d'emprunt pas chères de l'État vis-à-vis de l'industriel qui investit plutôt. D'ailleurs, je vous dis, EDF, c'est une société cotée, donc elle peut pas, son coût du capital, il est élevé. Voilà. Donc, parce que c'est une société cotée. Voilà. Donc, les actionnaires attendent une bonne rémunération du capital. Voilà. Voilà. Donc, c'est ça que je voilà. Alors, le coût complet du nucléaire, enfin, c'est extrêmement audité. Il y a eu 2 rapports de la Cour des comptes, il y a eu un rapport de la DGEC, il y a eu 2 commissions parlementaires, il y a un rapport annuel des commissaires aux comptes d'EDF tous les ans. Donc, c'est vraiment très clair le coût du nucléaire, je dirais. Voilà. Quand vous voyez un rapport qui diffère d'un autre, c'est qu'en fait, ils n'ont pas le même périmètre d'étude. Voilà. En général, c'est ça. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet de compréhension. Mais je vais arrêter là, ce sera l'occasion. Je suis d'accord avec vous. À venir. Mais on serait ravis, si vous voulez, dans le cadre d'une autre occasion, de vous montrer les études qu'on a fait sur le sujet. Et avec ce biais qui fait que c'est vrai qu'on sépare toujours la question du nucléaire de la question générale de l'énergie, comme si le nucléaire ne méritait pas d'être étudié parmi toutes les énergies. C'est aussi. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose dont on ne parle jamais et dont il va falloir parler. Très, très rapidement, Madame Faudon. Oui, c'est le coût système. Parce que dans le système de demain, où il y a de plus en plus de moyens de production qui ne sont pas pilotables, le coût de la gestion de cette non-pilotabilité, elle est dans le réseau. Voilà, et elle doit être associée aux moyens non pilotables. Voilà. C'est un nouveau sujet d'investissement. On parle de 3 milliards aujourd'hui pour mettre à niveau. On a là une excellente ouverture sur les questions de pouvoir d'achat, sur les questions de prix de l'électricité, sur l'outil ou la façon de définir le prix de l'électricité, sur la part du coût réel et sur la part des taxes sur la facture d'électricité. Mais tout ça dépasse largement les champs d'investigation de notre mission d'information. Madame Faudon. Merci beaucoup de nous avoir invités. Voilà. Merci à vous. Très heureux d'être intervenu. On va vous faire parvenir les documents auxquels on a fait référence. Les articles aussi dont vous avez évoqué, ça m'intéresserait aussi de les voir. D'accord, bien sûr. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous si nous venions à avoir d'autres questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.